Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser au phénomène de l'annihilation, deux particules de matière et d'antimatière qui se rencontrent et disparaissent, libérant une énergie absolument colossale. Alors, que se passe-t-il vraiment lors de ce processus? Pour commencer, l'annihilation d'un électron et d'un positron se produit via l'interaction électromagnétique. Mais pour les quarks, l'annihilation quark et antiquark peut impliquer la force forte. Pour rappel, l'électromagnétisme agit entre toutes les particules chargées, elle se transmet par les photons. La force forte, quant à elle, lie les quarks entre eux, à l'intérieur des protons et des neutrons, et elle est transmise par des gluons bien plus puissants que les photons. Pour plus de détails, je vous renvoie à ma vidéo « Plonger au cœur des forces fondamentales ». Lors d'une annihilation, les particules disparaissent en tant qu'entités distinctes. Leur énergie se transforme alors en lumière, sous forme de photons, ou plus rarement, en d'autres particules neutres, comme des neutrinos. Dans le processus d'annihilation, un électron et son antiparticule, le positron, disparaissent complètement. Leur masse se transforme entièrement en énergie, émise sous forme de deux photons gamma, des rayons très énergétiques. C'est le cas le plus courant. Mais quand on leur donne beaucoup plus d'énergie, par exemple dans un collisionneur puissant, ils peuvent créer des particules bien plus lourdes que les photons. Par exemple, à partir de 422 mégaélectronvolts, l'électron et le positron peuvent produire une paire de muons anti-muons. Chaque muon pèse 211 mégaélectronvolts, c'est presque 400 fois plus lourd que l'électron, qui lui ne fait que 0,511 mégaélectronvolts. Et si on monte encore plus haut, vers 1 gigaélectronvolt, c'est-à-dire 1000 mégaélectronvolts, on peut même créer une paire de quarks anti-quarks. Mais la plupart du temps, on reste sur deux photons. Quelle est l'énergie totale de deux particules au repos? La masse de l'électron, ou de son antiparticule notée ME, fait 9,109 10 puissance moins 31 kg, ce qui correspond à une énergie au repos de 0,511 mégaélectronvolts. L'énergie totale de deux électrons au repos vaut donc 1,022 mégaélectronvolts. Et quand ces deux particules entrent en collision, leur énergie totale est entièrement convertie en deux photons, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ces photons s'éloignent dans des directions opposées afin de respecter la conservation de la quantité de mouvement ou de l'impulsion dans le référentiel où le système initial est au repos. Donc, avant la collision, les deux particules sont immobiles, le système a donc une impulsion totale nulle. Après la collision, cette impulsion totale doit rester nulle. Et pour que ce soit le cas, les deux photons doivent partir en sens opposé avec des impulsions égales en valeur, mais de sens contraire. P+ pour l'un et P- pour l'autre. De cette façon, leur impulsion s'annule parfaitement et la conservation de l'impulsion est respectée, un peu comme des boules de billard qui se cognent au milieu et repartent en sens opposé. Pourquoi l'annihilation est si puissante? Si on compare cette énergie maximale à celle des réactions chimiques ou nucléaires, on voit que l'annihilation entre deux particules est bien plus puissante. Elle convertit 100% de leur masse en énergie sans aucune perte. C'est donc la conversion matière-énergie la plus parfaite, conformément à la formule E égale mc2, tout en respectant les lois quantiques. Alors que les réactions chimiques ou nucléaires ne convertissent qu'une infime partie de la masse en énergie sous forme de chaleur, de lumière ou de mouvement. Pour la chimie, seulement 0,0001% de la masse se transforme en énergie. Et pour la fission ou la fusion, elle représente environ 1%. La masse non convertie reste simplement de la masse, ce qui respecte la conservation de l'énergie. Toutes ces réactions illustrent l'une des lois les plus solides de la physique, vérifiée à toutes les échelles, à savoir que dans un système isolé, l'énergie totale reste constante, que ce soit le mouvement d'une balle, l'explosion d'une étoile ou l'annihilation particule-antiparticule. Un exemple de réaction chimique, quand on brûle 2 g d'hydrogène avec 16 g d'oxygène, on obtient 18 g d'eau, mais il manque 3,18 10 puissance moins 9 g. Cette minuscule masse s'est convertie en énergie correspondant à 286 kJ sous forme de chaleur et un petit peu de lumière aussi.
Et grâce à la formule E égale mc2, la masse équivalente est donc m égale E divisé par c2, soit 286 000 divisé par c2, ce qui donne 3,18 10 puissance moins 9 grammes de la masse totale. Le reste fait juste de l'eau, la masse étant quasiment inchangée. 18 grammes moins 3 milliardièmes de grammes en moins fait toujours 18 grammes. Par contre, les atomes d'hydrogène et d'oxygène sont juste réarrangés. La masse totale est conservée, sauf la minuscule petite partie convertie. Et le pourcentage de la masse qui se transforme en énergie pure est seulement d'environ un 10 milliardième de %, soit quasiment rien. Un exemple de réaction nucléaire, la fission d'un noyau d'uranium-235. Elle se produit lorsqu'un noyau d'uranium-235 capture un neutron, puis se divise en deux noyaux plus petits, libérant 2 ou 3 neutrons supplémentaires et produisant une grande quantité d'énergie. Il peut y avoir 2 ou 3 neutrons car la division n'est jamais identique à chaque fois. Et sur les 235 unités de masse atomique, on en perd 0,2. Et cette petite perte de masse devient 200 mégaélectronvolts d'énergie, surtout sous forme de chaleur dans un réacteur. Le reste, 235 moins 0,2, égale 234,8 unités, qui se répartissent simplement en deux noyaux plus petits, avec quelques neutrons en plus. C'est toujours infime comme perte de masse, environ 0,085%, mais déjà énorme en énergie comparé à la chimie. Un autre exemple plus visible, une balle qui tombe. Imaginons une balle de 1 kg à 10 mètres de hauteur. Au départ, toute son énergie est potentielle, liée à sa position. L'énergie potentielle est donnée par la formule classique EP égale mgh, où m est la masse de l'objet, g l'accélération de la pesanteur, environ 9,81 mètres par seconde sur Terre, et h la hauteur par rapport à une référence, souvent le sol. Au départ, la balle est immobile, son énergie cinétique est donc égale à 0 et son énergie potentielle à environ 98 joules. En tombant, cette énergie se transforme peu à peu en énergie cinétique, celle du mouvement, et à mi-chemin, l'énergie est moitié potentielle, 49 joules, et moitié cinétique, 49 joules aussi. L'énergie cinétique, c'est l'énergie totale moins l'énergie potentielle, soit 98 moins 49 égale 49 joules. Quand la balle touche le sol, toute son énergie est cinétique et l'énergie potentielle est nulle. Le total reste toujours le même, 98 joules. L'énergie change de forme mais ne disparaît jamais. Un exemple d'utilisation concrète, la tomographie par émission de positrons, la TEP. Dans les hôpitaux, on utilise souvent l'annihilation électron-positron en TEP scan. On injecte un traceur radioactif qui produit des positrons et dès qu'il rencontre des électrons dans le corps, il y a annihilation immédiate, deux rayons gamma sont émis en sens opposé. On les détecte avec des capteurs tout autour et on obtient une image précise du cerveau, du cœur ou d'un organe en activité. C'est cette réaction à 1,022 mégaélectronvolts qui rend l'imagerie fonctionnelle possible en toute sécurité. Il y a aussi la fabrication de puces en silicium utilisées dans les téléphones portables. Ces puces sont ultra précises. S'il y a un tout petit défaut, par exemple une petite fissure, la puce peut chauffer, bugger ou casser après un an. Donc la technique pour éviter ça est d'utiliser l'annihilation de positrons, appelée la PAS, en anglais positron annihilation spectroscopie. Les différentes étapes sont de bombarder le silicium avec des positrons. Le positron rencontre un électron dans le silicium, d'où annihilation immédiate, et de rayons gamma partent en sens inverse, comme on l'a vu. Si le matériau est parfait, l'annihilation est rapide. Et s'il y a un défaut, un petit trou ou une fissure, le positron met plus de temps à trouver un électron, du coup, les rayons gamma arrivent en retard ou dans un angle différent. Et à ce moment-là, l'ordinateur signale le défaut et on jette ou on répare cette partie du silicium avant de faire la puce. Donc, grâce à l'annihilation, le smartphone ne chauffe pas, ou très peu, et dure plus longtemps, et les batteries tiennent mieux. L'annihilation est en fait un peu partout dans la chaîne de fabrication de presque tous les objets high-tech, le téléphone, mais aussi l'ordinateur, la voiture électrique, l'avion, l'exploration des étoiles, etc. Donc, comme le disait Lavoisier pour la matière, rien ne se perd,
rien ne se crée, tout se transforme. Et dans l'univers quantique, c'est pareil pour l'énergie. L'annihilation montre que si la particule est au repos, sa masse disparaît, mais se transforme intégralement en énergie. Rien n'est perdu, tout se transforme.